Bonjour à tous. Je veux bien juste, est-ce que vous nous entendez bien? Si dans le chat, vous pouvez peut-être mettre juste un petit message, n'hésitez pas. Bienvenue dans ce café télésanté numérique. Aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, c'est sommes-nous tous égaux face à l'accès à la télésanté? Pour ceux qui n'ont jamais participé à un café numérique, petite présentation. Le but, c'est vraiment d'avoir un atelier enrichissant pour recueillir les points de vue d'experts sur des sujets clés de la santé et du numérique. L'échange se veut interactif et participatif, donc n'hésitez pas si vous avez une réaction, une question, vous pouvez écrire dans le chat. Et puis, c'est un espace d'intelligence collective. Le but, c'est vraiment de pouvoir partager des idées et des expériences et d'être libre finalement de réfléchir tous ensemble au sujet. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Alexia Pali, qui est directrice de la communication de Rofim, Paul Maître, du coup, qui est directeur associé chez Isis, et on attend encore Pierre Simon, qui est président exécutif de Télémédica Action Conseil. Je pense que vous devez le connaître. Et pour notre part, Isis, du coup, on a un cabinet de conseil basé à Paris, spécialisé dans la transformation digitale des organisations. Et depuis 2007, on accompagne nos clients dans l'innovation, l'agilité et la mise en œuvre de leur transformation numérique aussi, côté santé. Ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit tour de table. Donc, pour introduire le sujet, depuis plusieurs années, la télésanté est présentée comme une réponse aux déserts médicaux et aux inégalités d'accès aux soins. Mais sur le terrain, les retours sont contrastés. Certains y voient un levier d'avenir, d'autres une promesse encore inachevée. Ce matin, on va justement interroger cette tension. Sommes-nous tous égaux face à l'accès à la télésanté? Finalement, est-ce que la télésanté est devenue un outil structurant de notre système de soins ou reste-t-elle un dispositif réservé à certains publics? Et pour ce faire, je vais proposer un petit tour de table. Je vais proposer à chacun des participants de se présenter brièvement, votre rôle, votre lien avec la télésanté et de répondre à une question simple. Que représente la télésanté pour vous aujourd'hui? Est-ce une solution, une promesse ou une désillusion? Alexia, je vous propose de commencer. Bonjour à tous, merci Tiffany. Je suis Alexia Pali, je suis directrice de la communication chez Rofim. Rofim, on est une plateforme de télémédecine et de coordination médicale, qui permet d'échanger justement facilement autour de cas patients où qu'ils soient. Et justement, on voit tous les jours à quel point la télésanté peut transformer les pratiques, mais aussi révéler des inégalités d'accès aux soins. Pour moi, c'est une promesse qui est forte, mais encore fragile. C'est d'ailleurs tout le sens de la discussion, je pense d'aujourd'hui, et c'est ce qui la rend intéressante. Donc, pour moi, la télésanté, c'est une révolution douce. En gros, on n'a plus à prouver sa valeur, on l'a vu notamment pendant la crise du Covid. En revanche, elle reste encore inégalement intégrée dans le quotidien des soignants. Nous, on l'appréhende plus comme un outil collectif au service des équipes et des patients, pas comme une promesse technologique, mais plutôt comme un levier d'organisation pour mieux travailler ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de ce levier une force pour faire de la coordination médicale. En revanche, effectivement, elle reste encore fragile et pour pouvoir tenir toutes ses promesses. Merci. Paul, je te laisse C'est à moi, du prendre la coup. suite. Bonjour à tous. Merci Alexia d'être là. Merci Tiffany d'animer ce café. N'hésitez pas en effet à participer dès que vous le souhaitez là sur le chat. L'idée, c'est d'agiter des idées ensemble à l'heure du café. Donc moi, je suis Paul Maître, je suis associé fondateur du cabinet Isis. Par rapport à la télémédecine, on est dans la transfo, ça a été rappelé par Tiffany, dans la transfo digitale depuis que le cabinet existe, donc une quinzaine d'années au moins, une vingtaine d'années. C'est rigolo, on s'est mis au sujet de la e-santé, de la télésanté, avec quasiment l'émergence de la télémédecine et de la politique d'État, de dire tiens, il y a un truc à faire là-dessus, il faut miser dessus. Donc on a vu l'émergence des politiques publiques pour aller vers la télésanté. On a vu émerger des micro-boîtes devenir des très très belles startups comme Rofim, qui a fêté ses 7 ans d'ailleurs hier, et on les a vus arriver sur le marché avec cette vision de créer des choses en alliant des ingénieurs et des médecins et en y croyant au potentiel de la télésanté. On a vu
des mastodontes comme Doctolib investir le sujet et tout un tas de régions et d'acteurs publics mettre en place des plateformes en s'appuyant sur des industriels pour développer cette pratique. Donc, c'est un grand mouvement qui date pas d'aujourd'hui, qui monte en puissance, qui a eu un effet boost et blast avec le Covid, et dont aujourd'hui, tous les acteurs, enfin, c'est pour ça qu'on pose la question, Tiffany, tu lances ce café-là, on sent le potentiel, mais on sent qu'on n'est pas, on n'a pas tout déployé, et loin de là, du coup, on n'a pas complètement utilisé le potentiel de cette technologie. Et il n'y a pas que nous qui nous posons la question. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des assises de la télésanté et un État qui se dit il faut qu'on réfléchisse tous ensemble pour voir quelle est la meilleure stratégie pour déployer intelligemment cette nouvelle façon de faire, ça montre que la question mérite largement d'être posée. Et après, du coup, donc, oui, il y a du potentiel, pas complètement exploité. Je rejoindrai des éléments qu'a cité Alexia, c'est pas qu'un projet techno. D'ailleurs, le sujet techno est un peu plus derrière nous qu'avant, quoi. Parler avec un écran, échanger des données, ça va. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ce matin. Ceci dit, c'est pas à minorer. Nous, on bosse dans certains contextes, et je sais que Rofil aussi, où parfois la techno reste le sujet, parce que quand on est dans des zones très isolées, on n'a pas forcément le Wi-Fi qu'on doit tous avoir en ce moment là autour du chat. Mais donc, il reste des poches, j'allais dire, de sujets techno, mais je pense dont on doit avoir les solutions aujourd'hui avec tout ce qui est connexion satellitaire et autres. Et il y a surtout des sujets d'orga, tout simplement. Il faut faire rentrer quand même une nouvelle pratique dans des organisations déjà hyper sous tension, hyper contraintes. Et ça, c'est pas simple et ça se fait pas en claquant dans les doigts. Vu côté patient, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on a tous, je suppose, pris l'usage rapide de faire une téléconsulte en 2-2. Vu du côté professionnel, l'insérer dans un planning, dans une journée, dans des pratiques qui n'étaient pas celles-ci avant, il y a un peu plus de boulot. Et c'est sûrement l'un des sujets à développer. Et quand on se dit comment on rebooste ou comment on augmente cet usage, il y a sûrement un petit peu de techno par endroit et beaucoup de sujets d'orga et d'accompagnement par ailleurs. Eh ben, Paul, je me permets de te couper parce que tu es en avance sur nos parties. Et Alors, ben voilà. je te permets de... garde tes idées, comme ça on peut en échanger à la partie 2. Et je vous propose d'avancer. Du coup, là, on s'est dit, entrons dans le concret, au-delà des discours et de ce qu'on se dit, en effet, du ressenti, finalement, les usages réels de la télésanté, ça dessine en effet, ça valide ce qu'on s'est dit, un paysage très contrasté. D'après l'adresse et plusieurs études post-Covid, la téléconsultation simple séduit surtout les jeunes actifs urbains, moins de 40 ans, connectés, souvent télétravail et qui l'utilisent pour des pathologies bénignes. À l'inverse, les publics qui auraient finalement plus à y gagner, les personnes âgées, isolées, vivant dans des zones rurales, en bénéficient encore trop peu. C'est donc un paradoxe assez fort. La télésanté touche ceux qui ont déjà accès aux soins plus que ceux qui en manquent. Ici, dans le support, vous pouvez voir d'ailleurs un extrait du rapport de la Cour des comptes qui est sorti cette année, où en effet, on peut voir que finalement, sur le premier schéma, plus de la moitié des téléconsultations concernent des patients résidant dans des centres urbains. Et à l'inversement, les téléconsultations sont quasi absentes des zones rurales. Faut savoir que sur environ 13 millions de téléconsultations par an, plus de 70% sont réalisées par des patients de moins de 40 ans. En revanche, moins de 15% des EHPAD utilisent un outil de télésuivi ou de téléexpertise. Et c'est ce que tu disais, Paul, d'ici 2027, la couverture numérique, en tout cas, sera quasi totale. Donc, ça supprimera la barrière technique, mais pas forcément les freins organisationnels. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, quels usages fonctionnent réellement sur les territoires et quelles inégalités d'accès constatez-vous le plus? Est-ce qu'elle est générationnelle, géographique ou sociale? Pour le coup, Paul, je me permets, pour le coup, les usages pour nous qui marchent vraiment, c'est ceux qui sont portés collectivement, en fait. Quand on a sur un territoire une CPTS, un réseau, un établissement qui s'approprie la télésanté et l'outil, ça répond à un vrai besoin médical et c'est là que ça fonctionne, en fait. En gros, nous, on le voit bien, que ce soit dans les filières de maladies rares, en cancérologie. En gros, la télésanté, ça devient un outil de lien, un outil de confiance et pas juste une visio, en fait. Donc, les inégalités, malgré tout, elles ne sont pas effectivement que géographiques, comme les études le soulignent. Hein. Il y a une vraie fracture organisationnelle, il y a une fracture culturelle.
Mais que ce soit du côté des professionnels que du côté des patients. Il y a certains professionnels qui sont très à l'aise, d'autres qui ne le sont pas du tout, faute de temps, faute d'accompagnement, de formation. Et après, du côté des patients, il y a aussi parfois, sur certaines catégories de population, une fracture de compréhension, en fait. Tout le monde ne sait pas forcément utiliser un outil numérique, tout le monde n'ose pas forcément demander de l'aide à distance. Donc, oui, ça réduit la distance et ça réduit les distances entre soignants. En revanche, on arrive maintenant à recréer un peu plus de liens, notamment entre l'hôpital et la ville. Mais côté patient, il y a clairement encore du chemin. Pour l'instant, ceux qui sont effectivement bien entourés bénéficient de la télésanté. Les autres restent encore trop souvent à la marge. Et pour moi, ça, c'est vraiment une question de compréhension et arriver à enrayer cette fracture de compréhension pour les rapprocher du coup de la télésanté. Mais ça passe par un maillage de proximité et par un maillage territorial. Donc ça nous oblige dans tous les cas à nous appuyer aussi sur des relais qui sont des relais locaux et territoriaux. Ouais. Intéressant. Je partage le côté, nous, on est conseil, donc on est soit observateur, et c'est notre métier de regarder les tendances qui se passent, et puis aussi on accompagne des projets, donc on voit aussi quand ça marche pas, ce qui pêche. Clairement, il y a un côté, tu l'as mentionné, vis-à-vis des patients utilisateurs, la fracture numérique dont on parle sur tout un tas d'autres sujets dans la société, ça marche aussi avec la télémédecine et la santé. Moi, j'ai mis 10 minutes à changer mon fond d'écran tout à l'heure, vous m'avez vu, mesdames. Euh, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas simple de se connecter, etc. Donc là, il y a un vrai sujet, mais qui vaut pour tout un tas d'autres sujets de citoyenneté, ou si on veut pouvoir digitaliser sans que les personnes soient exclues, il faut trouver quand même des solutions. Il y a aussi, quand tu parles de maillage, faut penser, je pense à travers ça, à tout ce qui est assisté. C'est-à-dire, on peut ne pas faire tout seul sa téléconsulte et le faire assisté de quelqu'un qui vient chez soi ou dans des lieux type pharmacie, type établissement. Il y a un côté du coup organisationnel à si moi tout seul je peux pas travailler avec le numérique, comment je peux le faire avec quelqu'un? Et d'ailleurs, on a les mêmes réflexions pour remplir ses impôts tout seul avec le numérique. À un moment, si je sais pas le faire en autonomie chez moi, il faut que la société me propose des alternatives où on m'aide à. Et je pense que la télémédecine rentre aussi là-dedans. Et le deuxième point, du coup, là aussi plutôt en accord avec toi, je trouve ça très intéressant de se dire la télémédecine, c'est pas un acte qui peut être une consulte, une expertise, c'est finalement un vrai exercice de coopération et coordination entre professionnels. Forcément, si je fais une téléconsulte téléassistée ou non en EHPAD, ça veut dire que des EHPAD se sont mis d'accord avec des médecins et des établissements de santé pour bosser ensemble. Quand des médecins font des téléexpertises, ça veut dire que leurs établissements ont conclu des accords et ont une stratégie de partage de compétences. Et donc, c'est évidemment un maillon dans une logique qui est plus grande, qui est ce développement des coopérations et une meilleure coordination entre professionnels, pour le coup, qui est complètement nécessaire et donc qui remet, par rapport à ce qu'on disait en intro, une pièce dans la machine. Avec ce côté, c'est un sujet d'orga et d'apprendre à travailler ensemble beaucoup. Et bah, du coup, ça fait la parfaite transition avec la partie d'après, puisque, comme on se dit là, finalement, la problématique ne vient pas forcément de l'outil, mais elle vient plutôt, en effet, de la formation, de l'usage, l'intégration dans les pratiques. Et comment, finalement, on peut faire pour réunir les conditions pour qu'en fait, la télésanté prenne vraiment racine dans les parcours de soins. À votre avis, pourquoi les dispositifs, finalement, peinent-ils encore à toucher les publics les plus vulnérables? Et dans vos expériences, qu'est-ce qui empêche potentiellement les équipes d'intégrer pleinement la télésanté dans le quotidien? Est-ce que, à l'inverse, comme vous commencez à le citer là, vous avez peut-être des retours terrain où on a réussi à l'intégrer pleinement? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Voilà, en fait, finalement, la vraie question, c'est comment on fait pour l'intégrer dans les pratiques. Ça rejoint un peu ce que disait Paul pour le coup. Effectivement, les publics les plus vulnérables, ils ont besoin d'accompagnement, donc ça veut dire de temps humain. Et en fait, ce qui pêche aujourd'hui, c'est justement ce temps humain et cet accompagnement de terrain. En fait, ce n'est pas juste une question d'accès
au numérique ou d'accès à la technologie. C'est aussi comment on fait pour avoir des infirmiers, des aidants, des travailleurs sociaux qui sont aux côtés des patients sur le terrain et qui les aident du coup dans l'accompagnement de la prise en main. Donc pour moi, il y a cet aspect-là qui est effectivement primordial. Et après, il y a aussi le côté des professionnels de santé, parce qu'il faut aussi qu'ils soient convaincus et qu'ils s'en servent en termes d'usage. Mais les professionnels, souvent, ils sont convaincus, en fait. La vraie problématique, c'est qu'ils sont débordés. C'est que ce qui manque, c'est de la structuration collective autour de la formation, du financement, la reconnaissance du temps qui est consacré à la télésanté. Enfin, même ne serait-ce qu'en termes de formation, découvrir que on rajoute un module dédié à la télésanté en 2025 ou en 2026 pour les directeurs d'établissements hospitaliers, c'est quand même incroyable. Donc, il y a vraiment tout ce parcours-là de formation, d'accompagnement d'un côté des professionnels et de l'autre côté terrain avec un vrai accompagnement patient pour arriver à développer un modèle et pour arriver à toucher tous les publics et à embarquer du coup de manière massive patients et soignants, toutes typologies confondues. Donc aujourd'hui, effectivement, le modèle, il n'est pas homogène. Et heureusement, d'un côté, parce que pour moi et pour nous, de manière plus globale, la télésanté doit forcément être intégrée et adaptée au territoire. Parce que ce qui va marcher à Paris ne marchera pas forcément de la même façon en Corse, dans les Hautes-Alpes. Il y a forcément des spécificités qui sont des spécificités territoriales liées à certaines typologies de population. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre une certaine souplesse locale et en même temps une formation massive pour en faire un outil d'équité à l'accès aux soins. Paul, juste avant peut-être que tu rebondisses, n'hésitez pas, côté participants, si jamais vous, de votre côté, vous avez justement des exemples terrain, peut-être d'implémentation de la télésanté qui ont pu marcher avec des approches locales, n'hésitez pas, je laisse Paul rebondir et puis vous pouvez en effet monter sur scène, ce serait intéressant si on a aussi des cas concrets du terrain. Ouais, merci Tiffany. Bonjour, non, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Oui. Je salue Monsieur Paul Maître avec qui j'ai travaillé il y a pas mal de temps quand il travaillait pour le professeur Louis Laringue à Toulouse. Je sais pas si. Mais bien sûr. Donc vous parliez du début de la télésanté, effectivement, c'est une longue histoire. J'étais aux assises de la télémédecine justement à Carcassonne mardi et on animait des ateliers pour savoir quelles étaient les expériences qui avaient réussi. Beaucoup de gens disaient oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Puis en creusant, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui faisaient déjà. Il y avait énormément de MSP ou de CPDS qui avaient déjà mis en place des projets, soit en binôme médecin-infirmier, soit du médecin avec des patients à domicile. Il y avait énormément de choses qui existaient, mais les acteurs n'osaient pas. Enfin, en petit groupe, ils l'avouaient, mais ils n'osaient pas l'afficher officiellement parce qu'ils avaient peur de le faire de manière non réglementaire ou non conforme, en utilisant des outils qui ne seraient pas homologués. Et donc, j'ai été impressionné par le décalage entre la perception officielle, parfois des choses qui disent ouais, ça n'avance pas. Et en fait, sur le terrain, les libéraux qui bricolent à fond de train entre eux, mais qui n'osent pas trop encore le valoriser auprès des tutelles. Voilà, ça m'a frappé. Et après, juste sur des projets qui, là, par contre, ont marché accompagnés par le GRAD, là, un peu plus officiel. Un des facteurs clés, nous, on a réfléchi à l'occasion de ces assises, là, qu'est-ce qui étaient les conditions qui faisaient que ça fonctionnait. Et clairement, l'inscription de cas d'usage de manière très précise dans les projets de prise en charge, c'est un élément clé, c'est-à-dire de formaliser par écrit entre acteurs le moment où la téléconsultation va intervenir, le moment où le télésuivi va intervenir, le moment où la téléexpertise va intervenir. Il y a des établissements qui le mettent au niveau du courrier de sortie en disant voilà, la consultation à 2 mois se fera en visioconférence de telle manière. Et ça se fait. En fait, il n'y a aucun refus des établissements ou des patients quand c'est posé comme ça de manière très claire. Il y a des hôpitaux psychiatriques de secteur qui, dans la convention qu'ils ont avec leurs EHPAD, indiquent à quel moment et dans quelles conditions il y aura le suivi en téléconsultation. Et là aussi, il n'y a aucun frein quand c'est bien posé. Voilà. Je voulais
partager. Et oui, clairement, l'intégration dans les parcours, ça reste central en fait. Ouais, très intéressant. En plus, ravi de te revoir, François-Xavier. Moi, il y a dans ton témoignage, il y a deux choses du coup, mais si je reprends la parole qui corrobore ce que je voulais dire, c'est bien maintenant la télémédecine, la télésanté, ça fait partie de la boîte à outils des parcours. Et en effet, ça prend du sens quand je l'intègre dans un parcours, un peu comme les exemples que tu as cités. Je sais dire, la consulte de revoyure, voilà, c'est une occasion, on fera de la télésanté ensemble. Telle consultation, mais à chaque fois, du coup, ce qui donne du sens, c'est c'est dans le cadre d'un parcours. À un moment, je vois le médecin. C'est clair que les 2 coups d'après, ça fait du sens pour tout le monde d'économiser du temps et de l'argent, et on le fera en téléconsultation. Et là, ça prend toute cette dimension. C'est expliqué, c'est intégré à un parcours global, et du coup, ça milite pour que dans chaque type de parcours, qu'on soit en cancéro, en personnes âgées, etc., on pense et comme tu dis, le formaliser et le dire, par rapport à notre protocole de travail, c'est à tel et tel moment que c'est très pertinent de le faire et on l'intègre à quelque chose de plus global. Il peut y avoir des précos nationales, de sociétés savantes, mais évidemment, au bout du bout, c'est le premier ou le dernier kilomètre qui fait la vraie vie. Et donc, c'est un protocole local, comme tu l'expliquais, entre des médecins de ville et l'hôpital d'à côté, entre l'EHPAD et la clinique, qui va faire s'incarner le sujet et le customiser. Donc, je pense que dans les facteurs, au-delà de ce qu'il y a sur la slide, là, c'est vraiment comment je l'intègre à un parcours. Donc, on l'a dit, un projet d'orga, mais un ou des parcours, et je sais dire à quel moment je vais l'utiliser, et ça donne tout son sens, et ça l'explique à toutes les parties prenantes. Et deuxième point important dans ce que tu dis et ce qu'on constate plus globalement, c'est bien que l'État vienne mettre des grandes lignes, des ambitions, porte des financements, on en a besoin. La santé est financée par la collectivité, donc ça faut l'assumer. Maintenant, les projets, le travailler ensemble, ça vient du terrain, quoi. Et en effet, c'est les acteurs qui sont côte à côte, qui ont un problème de prise en charge des gens du territoire, qui ont entre les mains la bonne solution organisationnelle. Et je pense qu'en effet, il faut développer cette capacité à accompagner les projets de terrain et les pousser. Et comme tu dis, c'est pour qu'ils puissent d'eux-mêmes lever la main, dire nous, on a un bon projet de coopération, venez nous aider, plutôt que de rester sous le radar ou après de rentrer à marche forcée dans des projets poussés par le haut. Donc, Paul, je me permets juste de te couper 2 secondes décidément, parce que Docteur Simon est arrivé. Donc, on vous invite juste à monter sur scène si vous pouvez cliquer sur le bouton. Donc, oui, les projets de terrain et oui, outils de parcours. Tu as fait un gros teasing pour le professeur Simon. Tiffany, j'espère qu'il arrive. Oui, alors, oui, Docteur Simon, on voit connecté. Normalement, vous pouvez... vous avez un bouton pour monter sur scène. N'hésitez pas. Je ne sais pas si tu peux faire monter quelqu'un sur scène de force. Je vais regarder. Si. Hop. Ah non, attendez. Hop. Ah, bah écoutez, je crois qu'il s'est déconnecté. Je crois qu'il a des problèmes de connexion ce matin. Grave. Donc, navré. Vas-y, on avance et puis on l'aura plus tard. En tout cas, François-Xavier, un grand merci pour votre témoignage. Ça fait aussi, en effet, la parfaite transition, puisque, comme on l'a vu là, l'importance finalement de l'intégrer dans le processus des équipes de soins. Mais finalement, il y a encore un point qui nous reste, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour que la télésanté fonctionne, il faut aussi qu'on puisse l'évaluer, l'accompagner et qu'elle soit donc ancrée dans les pratiques locales. Mais le vrai sujet, c'est les indicateurs quantitatifs. Aujourd'hui, finalement, c'est ce qu'on a de plus accessible. Un nombre d'actes, un volume de connexion. Mais finalement, ils disent peu sur l'impact réel de la télésanté. Les indicateurs qualitatifs comme la satisfaction des patients ou l'évitement des hospitalisations sont bien plus complexes à mesurer, mais finalement essentiels pour évaluer la valeur sociale. Ah, Docteur Simon, je vous vois.
Est-ce que vous Oui, nous bonjour. entendez? Je suis désolé, je vous entends, oui, merci. Parfait. Aucun souci. Ben, écoutez, du coup, je vous intègre en route. On a parlé de la télésanté qui est finalement assez fracturée. On a parlé de comment l'intégrer dans les pratiques. Et aujourd'hui, et à ce moment-là, on parle finalement du côté un peu évaluation. Comment on peut vraiment évaluer l'impact de la télésanté au-delà juste d'un nombre d'actes qui finalement en dit peu. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quels indicateurs qualitatifs vous semblent les plus pertinents pour mesurer vraiment la réussite et comment on peut réussir à évaluer l'impact réel sur les patients. Typiquement, la prévention des hospitalisations ou l'amélioration de la continuité des soins. Et n'hésitez pas si vous avez du coup des exemples concrets peut-être de projets ou d'initiatives où on a pu dire et ben là, on a vraiment eu une amélioration, une réduction des hospitalisations, voilà, tout ce qui pourra finalement illustrer le réel impact au-delà d'un nombre d'actes qui peut être assez abstrait. Oui, bon, écoutez, merci de me donner la parole et je présente mes excuses pour cette panne d'Internet. Oui, votre question est tout à fait opportune. Il est vrai qu'en France, on a du mal à évaluer les innovations en matière de télésanté, de santé numérique. Par contre, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Et donc, je voudrais, pour répondre à votre question, vous donner des informations sur ce qui a été fait en Australie en particulier, que je suis particulièrement, où l'impact social de la télésanté est indiscutablement reconnu. Alors, il est vrai que la géographie de l'Australie n'est pas celle de la France et que le service médical apporté aux citoyens australiens est de plus haute valeur que celui apporté en France. En France, on parle de désert médical, mais en réalité, c'est une répartition des professionnels médicaux qui ne sont pas comparables à ce qu'elles étaient au XXe siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de médecins dans sa commune et donc beaucoup d'élus en particulier, mais également de citoyens, de personnes âgées qui sont restées dans ces communes se plaignent d'une difficulté d'accès aux soins. Donc, en matière d'impact social, je dirais que lorsque véritablement la télésanté se développe, ce qui n'est pas encore le cas en France, puisque par rapport à d'autres pays, on est quand même à un niveau de pratique qui est inférieur à ce qui existe, par exemple, en Espagne, ce qui existe aux Pays-Bas, ce qui existe au Danemark. Je dirais qu'en France, on a besoin effectivement de savoir si la télésanté apporte un service médical aux citoyens. C'est le but d'ailleurs des assises de la télémédecine, hein, c'est de revoir les pratiques de télésanté et de voir si, une fois que, je dirais, les freins auront été levés, il y aura un développement plus important de la télésanté en France. Pour terminer, je dirais que sur le plan économique, les gains sur les dépenses de santé sont reconnus dans beaucoup de pays, hein, avec une réduction des hospitalisations et une réduction des venues aux urgences. Tout ça a été démontré et aux États-Unis, plusieurs études montrent que le gain économique est à chiffrer en plusieurs millions de dollars. Alors, nous avons en France quand même une approche qui est intéressante dans la mesure où les autorités sanitaires et l'assurance maladie font le pari qu'il y aura des hospitalisations évitées. Vous savez que nous avons en France 20% d'hospitalisations qui sont considérées comme potentiellement évitables. Et donc, Ah, docteur Simon, on ne vous entend plus. Ah, je pense qu'il y a un petit problème de connexion. Ouais.
Paul ou Alexia, je ne sais pas Ouais, si… ouais. Ah, ça y est, c'est c'est bon, bon. on vous entend à nouveau. On a eu une petite coupure. Non, je crois que… Bon. Du coup, pour rebondir en attendant sur cette question, c'est clair que la question de… Alors, c'est bien d'avoir, et je sais que Pierre étudie beaucoup ça là sur LinkedIn, enfin, vous pouvez tous le suivre, là, tous ces rapports sur l'Australie, là, ils sont super intéressants, ces études de pays étrangers. On a intérêt, nous, à chercher, quand je dis nous, hein, c'est aussi bien, je pense, du point de vue des porteurs de solutions comme Alexia ou nous, accompagnant des projets, et avoir cette capacité à mettre en place des dispositifs d'évaluation dignes de ce nom, quoi, au sens, ce qui est intéressant à mesurer, c'est en effet les impacts, et dans ces cas-là, ça va être des coûts évités, des séjours à l'hôpital évités, des transports évités, plus que ce premier niveau qui est pratiqué, qui va être je compte des connexions, je compte des clics. Donc ça, je pense que c'est important d'avoir ça dans tout projet. Je pense que c'est ce qui permettra aussi au projet terrain d'aller justifier de se faire aider et de subventionner. Hein. C'est une logique de modèle économique. L'assurance maladie, hein, c'est si un dispositif permet de mieux soigner moins cher, on doit pouvoir arriver à s'entendre pour qu'elle finance ce type de pratique. Et grosso modo, c'est la logique. Mais ça, d'avoir du coup les capteurs pour pouvoir le démontrer, ou en tout cas l'argumenter a priori, le tracer pendant qu'on pratique et en fin d'exercice, être capable de dire voilà ce que ça fait économiser ou rapporter, ça doit rentrer pour moi intégralement même dans le projet de télésanté, que d'être capable de livrer ça en sortie d'exercice, et ce qui donnera du coup plus d'éléments pour assurer les financements. Et après, l'autre point, je remarque que c'est intéressant ce que disait Pierre en parlant des aires médicaux. La télésanté accompagne aussi globalement, on parlait tout à l'heure de la mise en place des parcours, mais aussi un changement de modèle. C'est clair que si on sort du modèle où j'ai des médecins de famille partout, dans tous les villages et toutes les villes de France, il faut pas le voir forcément négativement comme une désertification, mais une réorganisation, et où justement la télémédecine a sa place. Alexia, est-ce que par Alexia, hasard… avec ton micro, Alexia. Et est-ce que par hasard, côté Rofim, vous avez des exemples terrain peut-être d'impact? C'est vrai qu'au-delà des indicateurs quantitatifs, les indicateurs qualitatifs, ça reste les plus pertinents, mais les plus difficiles aussi à mesurer. Mais en réalité, ce qui mesure le vécu humain, c'est primordial. Que ce soit la satisfaction des soignants, la confiance des professionnels, le sentiment d'efficacité, enfin, dans tous les cas, et même le temps gagné pour le patient. Et après, je pense que, en fait, effectivement, ce n'est pas le nombre d'actes qui compte, c'est l'effet sur la continuité des soins. Donc, il faut que la santé, elle devienne naturelle, presque invisible en termes de télésanté, parce qu'elle facilite la vie du patient sans qu'il ait besoin d'y penser, en fait. Donc, oui, on a des projets qui ont permis ça et dont on est très fiers chez Rofim. Mais tu vois, typiquement, on a réalisé une chirurgie et une opération dans un sarcome qui a eu lieu en Polynésie française, donc à Tahiti, qui a été assistée à distance par un chirurgien de Gustave Roussy, donc à 15 000 km de distance. Et l'opération a été un succès. Donc, ça a évité une évacuation sanitaire. Ça a permis à la patiente de rester chez elle, d'avoir une continuité de soins à domicile a posteriori de son opération, de pouvoir être entourée, d'avoir les aidants à côté. Enfin, en fait, si on enlève le côté waouh des 15 000 km du coup de distance, ça reste aussi tout un contexte de facilitateur et de confort pour la patiente qui a été préservé. Donc, des exemples comme ça, on en a plein, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit que clairement, c'est ça qu'il faut aller regarder, et c'est des indicateurs concrets qu'il faut aller regarder de ce côté-là, mais en termes qualitatifs. Oui, parce que c'est intéressant, on peut se dire que finalement, c'est un seul acte. Donc, sur le papier, ça ne paraît pas énorme en termes de quantité, mais derrière, en effet, ça a beaucoup d'impact. Clairement, et les impacts, ils sont même financiers. Enfin,
éviter une évacuation sanitaire entre la Polynésie française et la métropole, c'est juste incroyable en termes de coût. Enfin, c'est le coût de l'opération, si la patiente avait dû être transportée et opérée en France, c'est 35 000 euros. Donc, effectivement, on peut toujours parler de chiffres, mais en fait, c'est une petite brique de l'impact réel qu'a eu cette opération et cette assistance à distance. Eh ben, merci Alexia. Je regarde juste si Docteur Simon est revenu. Je vais l'inviter à monter sur scène, on va voir si ça fonctionne. Alors, je vois dans le chat un message aussi de Philippe Lacroix. Il faut évoquer la reconnaissance de l'assistance à santé par le personnel des EHPAD dans ce contexte. Ça évite des transports exactement et joue sur la qualité de vie. Merci, en effet. Est-ce que vous voulez peut-être monter sur scène pour en parler un peu plus? N'hésitez pas, on a quelques minutes, si jamais. En tout cas, c'est un vrai sujet. Et on voit bien que pour réussir le développement de la téléconsulte en EHPAD, oui, c'est ce qu'on disait au début, il faut de l'assistance. C'est vraiment le cas typique où du côté du patient, on ne peut pas être complètement autonome. On sait en plus, alors en EHPAD, on peut se dire, bah, c'est très bien, c'est des patients qui ne sont pas tout seuls par définition, mais les EHPAD, on le sait bien, ne sont pas super blindés en personnel, n'ont pas forcément le personnel médical. Et là, il y a un super travail à faire et job à faire en valorisant ce que peuvent faire les infirmières et les personnels disponibles en EHPAD pour justement organiser cette nouvelle modalité d'accompagner une résidente ou un résident pour aller faire sa téléconsulte, voir ça avec le médecin coordinateur et que ça rentre dans son parcours de soins local. Il y a un vrai sujet orga intéressant là-dessus. Ah, Pierre, alors, vous avez avec votre micro. de coupe. Oui. Pierre, il faut rouvrir le micro ou quelqu'un peut peut-être. Attends, je vais activation de micro. Clic. Ah, si. Ok. Nickel. Oui, ce qui vient d'être dit est intéressant parce que nous avons quand même en France un article 51 qui a été réalisé dans le Grand Est et qui a montré que en organisant mieux, disons, les téléconsultations dans les EHPAD, dans une bonne centaine d'établissements, c'est l'expérimentation conduite par la start-up TokTokDoc qui a montré qu'il y avait une réduction des hospitalisations de 20%. On sait depuis très longtemps qu'un résident sur 2 en EHPAD, disons, vient à l'hôpital pour un problème lié à une de ses maladies chroniques, puisque l'âge moyen est de 85 ans en EHPAD, avec une moyenne de 6 à 7 maladies chroniques. Et donc, il est vrai que la téléconsultation mensuelle, puisque c'était le programme qui avait été retenu dans l'article 51, a permis de prévenir des hospitalisations. Et le coût économique est important, puisque 20% d'hospitalisations ont été évitées, quand on sait que le coût d'une hospitalisation, le coût journalier, est aujourd'hui de 2 500 €. Voilà. Donc, je suis désolé pour les coupures, hein, mais je voulais simplement vous dire que sur le plan médico-économique, il y a aujourd'hui suffisamment, je dirais, de résultats dans les études étrangères montrant que lorsque la télésanté est bien organisée et se développe, on génère aux assureurs disons, des réductions de dépenses. Et l'exemple qui a été donné par Rofim sur la Nouvelle-Calédonie en est tout à fait un exemple frappant. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose comme petite clôture avant du coup une foire aux questions. Donc n'hésitez pas encore une fois sur le chat si vous avez des questions. On a un petit temps pour les traiter après.
La question un peu de clôture, en un mot ou une phrase, que faudrait-il selon vous pour que la télésanté devienne un outil d'équité et de confiance et non un miroir des inégalités actuelles? Et pourquoi pas, si vous pouviez lancer un chantier prioritaire dès demain, lequel serait-il? Écoutez, moi, si je prends la parole avant qu'il y ait une nouvelle coupure d'Internet. Je dirais qu'il faut convaincre les professionnels de santé français d'y aller parce que beaucoup d'études ont montré qu'une télésanté avec des motifs très pertinents n'est pas inférieure à une prise en charge en présentiel. Et donc, il nous faut convaincre les professionnels de santé car non seulement il y a des bénéfices pour les patients, mais il y a également un bénéfice pour l'environnement. Ça n'a pas été abordé, mais c'est aussi un sujet qui intéresse les pouvoirs publics dans la mesure où on sait très bien qu'en réduisant les déplacements par des véhicules sanitaires, on pourra également contribuer à réduire la charge carbone. Clairement. Après, moi, je suis convaincue que pour que la télésanté devienne un outil d'équité, l'idée, c'est aussi de remettre l'humain au milieu. C'est dépasser un peu l'outil, dépasser les clivages de l'outil et c'est cette notion de fracture numérique qu'on a évoquée en début de café numérique pour remettre la télésanté comme un service de proximité. On parle beaucoup de services de proximité dans les petites villes et en termes de ruralité, mais en fait, la télésanté doit être un service de proximité. On doit s'appuyer sur des relais locaux, sur des relais de confiance. On doit réintégrer aussi certains acteurs. Je pense aux pharmacies, par exemple. Les pharmacies, ça reste un acteur local auquel les gens se rendent de manière assez spontanée et qui devient presque un relais de confiance en termes de consultation. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet à mener pour piloter collectivement l'abord à la télésanté et en faire un vrai chantier. On a évoqué les CPTS, la médecine de ville. Ça doit dépasser les ARS et les collectivités au sens plus large. Ça doit réellement repartir du terrain et faire en sorte que ce soit un vrai programme collectif de peu importe le territoire et que ce soit sur des territoires qui sont fragiles ou des territoires qui sont beaucoup plus dotés. Ouais. Moi, pour dire un mot, je pense qu'en effet, il faut, enfin, comme l'a dit Pierre, il faut embarquer les gens, il faut convaincre. On n'impose pas des choses, donc il faut convaincre, il faut que ça ait du sens pour tout le monde. Et on a de la chance, on n'est pas obligé de. C'est tangible. Enfin, ça a été dit. Il y a des preuves de l'étranger, on peut le constater. Donc, c'est possible de trouver un bénéfice pour chaque partie prenante. L'État, l'assurance maladie, on voit bien le côté économique. Pour les patients, c'est l'accès aux soins. Chaque partie prenante qu'on a citée là, mais encore faut-il faire l'effort d'aller lui présenter les bénéfices pour elle et d'accompagner cet onboarding pour y accéder. Mais il y a des raisons d'y croire parce qu'il y a réellement du bénéfice pour chacun. Deuxièmement, c'est bien ce que tu as souligné, Alexa, c'est un des outils dans une boîte à outils d'apprendre à travailler ensemble, de revoir la façon dont on fait des parcours et de la coordination autour des patients. Donc, ça rentre dans ce sujet plus vaste de comment on coopère bien les uns avec les autres. Et un des moyens, c'est de s'appuyer sur la télésanté. Et c'est plutôt intéressant. Et il y a ce qu'on a évoqué aussi en début de session. Il faut des incentives et que les pouvoirs publics poussent dans ce sens, mais les initiatives et les projets, ils viennent des envies du terrain de s'en sortir et d'offrir une offre de santé intéressante dans son territoire, dans sa ville, dans sa région. Et c'est ça qu'il faut, je pense, encourager et pousser au maximum. Et j'en profite pour rebondir avec le commentaire de Clémence Basse, du coup, qui est dans le chat, qui nous parle, c'est intéressant aussi, du coup, d'un retour d'expérience par rapport à la kinésithérapie. C'est vrai que c'est une spécialité, pour le coup, qu'on n'imagine pas forcément en téléconsultation. Et du coup, d'après les retours, alors comme elle dit subjectif de cercle de kiné, finalement, la téléconsultation a plein d'avantages. Elle favoriserait la position d'acteur de la rééducation du patient. Ça optimiserait les créneaux. C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir que
il y a des spécialités où ça paraît pas forcément adapté ou pas forcément le meilleur angle de le faire en téléconsultation. Et finalement, ça fonctionne bien. Oui, alors peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il faut savoir que dans le cadre du sujet donc, que porte d'ailleurs Crofim très très bien, qui est la téléexpertise, disons, il y a aujourd'hui, vous savez, depuis le décret du 3 juin 2021, disons, la possibilité pour tous les professionnels paramédicaux, disons, de solliciter des expertises auprès de professionnels médicaux. Donc, ça change également l'organisation des soins, puisque, par exemple, en kinésithérapie, je pense qu'il est possible aujourd'hui, donc pour un masseur kinésithérapeute, disons, de demander de l'expertise auprès, par exemple, de l'opérateur chirurgical après une chirurgie orthopédique, sans avoir forcément sans que le patient soit obligé de se déplacer en consultation chirurgicale, si vous voulez. Donc, on voit très bien que des organisations nouvelles portées par les paramédicaux, donc aujourd'hui, il y en a 5 professions qui ont conventionné avec l'assurance maladie, dont les masseurs kinésithérapeutes, mais on voit bien que ça se développe progressivement, mais ça va changer le paysage habituel, disons, des parcours de soins. Donc, et je terminerai pour dire que on sera obligé de faire de la télésanté dans la mesure où, je dirais, la progression des maladies chroniques ne va pas s'arrêter et que nos systèmes de santé actuels, en particulier les établissements de santé, vont être de plus en plus débordés, de même que les cabinets de médecins généralistes vont être de plus en plus débordés par la demande qui fait suite au vieillissement de la population. Donc, il faudrait véritablement que tous collectivement nous fassions un effort pour revoir les organisations sanitaires, les parcours, et c'est effectivement le but des assises de la télémédecine actuellement. Merci beaucoup. Est-ce que peut-être du côté des participants, il y a des questions, il y a des réactions, n'hésitez pas. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous souhaitez intervenir, ce sera avec plaisir. Je regarde, mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Est-ce que peut-être, je me retourne vers vous, intervenant, il y a peut-être encore quelque chose que vous souhaitez ajouter par rapport à la discussion qu'on a pu avoir aujourd'hui, un élément peut-être qui vous semble avoir été oublié ou que vous aimeriez rajouter? Écoutez, si vous me permettez, comme j'ai été absent dans tout le début, là, je voulais également placer une évolution organisationnelle concernant les patients atteints de maladies chroniques. Après la pandémie Covid, dans beaucoup de pays, les professionnels de santé, les autorités sanitaires ont travaillé sur ce qu'est le soin à distance, ce qu'on appelle le soin distanciel. Et la pandémie a eu au moins le bénéfice de faire découvrir à de nombreux pays qu'il y avait certains soins qui pouvaient se faire à distance. Et donc, c'est créé le concept que l'on voit maintenant dans beaucoup de publications de plusieurs pays, le concept de la médecine hybride, c'est-à-dire l'alternance de soins à distance et de soins en présence. Et en particulier, ça ne peut que bénéficier aux patients atteints de maladies chroniques. Donc, on a actuellement à construire ces parcours de soins hybrides qui alternent des soins à distance grâce à la télésanté et des soins en présence. Et l'autre point qui se développe un peu également à l'étranger, mais qui commence à se développer en France, c'est le rôle des infirmières, et en particulier des IPA, des infirmiers en pratique avancée, qui vont jouer un rôle essentiel dans la conduite, dans la coordination
des parcours de soins dits hybrides, alternant le distanciel et le présentiel. Donc, la télésanté, on ne pourra pas y échapper si on construit ces parcours de soins hybrides pour les patients atteints de maladies chroniques. Eh bien, merci beaucoup, docteur Simon. Est-ce qu'un petit mot de la fin, Paul ou Alexia aussi de votre part? Moi, ouais, vite, rapidement, moi, je suis enfin, par rapport à ce qu'a dit Pierre Simon, la notion de soins hybrides est très bien. Je la reprends volontiers parce que quand on construit les parcours dont on a besoin, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire, voilà, ça vaut le coup de travailler avec cette idée d'hybridation et j'ai des parties présentielles, des parties distancielles et j'utilise les outils numériques, dont la télésanté, pour dans cette vision globale et mixte. Et c'est pas d'un côté je conçois que du numérique, de l'autre côté que du non numérique, et on espère que ça marche ensemble. C'est tout dès le début. Et voilà, telle étape, j'ai un gain à faire, je peux le simplifier en numérique. Ah tiens là, telle expertise, ça m'évite de faire un déplacement, etc. Et c'est plutôt assez enthousiasmant comme mode de conception. Et puis les IPA, bien sûr, nous on voit dans plusieurs projets. Quand on dit on travaille ensemble avec des outils numériques, on voit bien que ça fait apparaître des parties d'activité dont on ne sait pas trop où les placer. Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que la CPTS va faire? C'est encore compliqué. Enfin, c'est normal, c'est de l'organisation, c'est de l'humain. Mais on voit bien que ce type de profil peut amener des réponses et des clés pour justement aider à fluidifier toutes ces nouvelles organisations, et d'avoir des professionnels de ce type-là est clairement une carte à jouer pour dans bon nombre de projets. Et puis, dernier petit mot, les assises, c'est le bon moment aussi d'aller chacun, hein, éditeur, consultant, praticien de terrain, essayer d'influencer l'État sur ce qui va se passer, sur sa stratégie. Et il y a des réunions, chacun peut amener ses idées. C'est une bonne occasion pour essayer de tirer dans le sens dans lequel on veut aller. C'est une occasion de le faire. Je te Et remercie, merci à Paul. tous. Et Alexia, je vous laisse. Oui, moi je rebondis sur un terme que tu as employé, Paul, hein, le terme de boîte à outils. Moi, je suis persuadée qu'il est central. Je suis persuadée qu'il est central parce que non, ça ne remplacera pas l'humain, mais oui, ça doit devenir un relais de confiance, en fait, un relais de confiance pour les professionnels de santé et pour les patients. Et puis, quand les professionnels de santé sentiront que la télésanté, c'est un facilitateur de vie plus qu'un complicateur. Évidemment, ça ne fera qu'aller dans le bon sens. Donc oui, moi, je retiens ce terme de boîte à outils que je trouve pertinent, et de moyens plutôt que de fin en soi. Et c'est un peu à la limite de tout ce qu'on voit, notamment même en matière d'intelligence artificielle. C'est qu'on a quand même des mots qui émergent et qu'on considère presque comme des fins en soi, alors qu'en réalité, ils sont des moyens d'accéder à. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le rôle de la télésanté aujourd'hui, c'est permettre à tous d'accéder à, et c'était le thème d'aujourd'hui. Et c'est vraiment en changeant ce prisme et ce paradigme qu'on arrivera à faire en sorte qu'il soit aussi adopté de manière plus globale. Eh bien, merci beaucoup, Alexia. J'en profite pour conclure. En tout cas, merci à vous trois pour votre participation et pour ces échanges riches. Merci aussi aux participants d'avoir assisté à cet échange, pour vos questions et vos remarques. Et puis, du coup, on vous donne rendez-vous en novembre pour le prochain Café numérique sur le DCC. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour parler peut-être encore de télésanté. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci. Au revoir.